Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous allez entendre l'interview de Maude. Maude est la sœur de Patrice, qui est alcoolodépendant comme moi, et que j'ai rencontré lors de ma formation de patient expert, avec qui j'ai évidemment sympathisé. Et Maude était présente à notre remise de diplôme, et j'ai pensé que son témoignage de sœur d'un malade rétabli pouvait aider d'autres aidants et d'autres aidantes, et comme vous allez l'entendre, j'ai bien fait. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc l'idée, c'est d'apporter des témoignages et puis d'échanger sur ton expérience d'aidante. Puis que ce témoignage puisse aider d'autres aidants, puisque comme tu l'as constaté, en France, il n'y a pas beaucoup de structures qui aident les aidants, en particulier dans le domaine de l'addictologie. Donc même s'il y a des assos entraide addicts, entre autres, ou les Alanon, mais c'est quand même assez peu présent. Et donc, voilà, l'idée c'est d'échanger avec toi sur Patrice, sur comment toi tu as vécu sa maladie, comment tu as fait pour t'aider toi, qu'est-ce que dans votre parcours commun, à ton avis, qu'est-ce que quoi dans tes actions a pu l'aider à suivre un parcours de rétablissement, quoi. Je vais te retracer un petit peu déjà notre famille, c'est-à-dire qu'on est une fratrie de 6. D'accord. Moi, je suis la dernière. Avec Patrice, qui est le troisième, on a 9 ans. Mhm. Et pour te donner l'échelle, avec ma sœur aînée, moi j'ai 18 ans. D'accord. Okay. Donc des écarts et vraiment voilà, des parcours de vie très différents aussi. Mhm. Patrice et moi, en fait, moi personnellement, j'ai pas de grands souvenirs de vie avec Patrice parce qu'il est parti de la maison en apprentissage, je devais avoir, 8-9 ans. Mhm. Okay. Je voudrais dire à peu près ça. Et finalement, il est jamais revenu à la maison. Donc voilà, des souvenirs, oui, mais pas une connivence d'adolescence, de partage, qu'on peut avoir entre frères et sœurs, parce que beaucoup d'écart. Ça n'empêche que la fraternité, elle est là, parce qu'on a des parents qui ont toujours voulu une famille soudée et qui faisaient le maximum pour nous réunir tous ensemble, régulièrement. Voilà. Alors après, effectivement, des frères et sœurs qui ont réagi tous très très différemment. Je pense que des 5, j'ai été la plus présente. Okay. Après, petit aparté, ça s'invente pas, je travaille dans le social, donc je pense que c'est aussi dans mes gènes, quelque part, c'est inscrit dans mes gènes d'aider, voilà, les autres. Donc sur le parcours de Patrice, en fait, comme je te disais, il est parti pour moi très vite. Donc on l'a pas vu, enfin moi j'ai pas vu Patrice rentrer, si tel est le terme, dans l'alcoolisme et dans l'alcool. Je crois que Patrice est parti de l'alcool festif. Quand il est arrivé à Paris, il était un peu tout seul, il s'est trouvé des copains et que voilà, tu fais la fête et de fil en aiguille, tu fais la fête, mais quand tu es tout seul, tu as besoin de ton verre, voilà. Donc je pense que l'alcoolisme, c'était un peu insidieux, mais comme pour tout un chacun, je pense, de toute manière, insinué dans sa vie comme ça. Il s'est marié, il a eu des enfants, donc voilà, nous on n'a pas vu ça, puisque en plus de loin, on voyait une fois, 2 fois, 3 fois par an, mais sur des fêtes de famille, où forcément, t'as un peu d'alcoolisation, t'as le verre de l'amitié, t'as le verre parce que c'était une fête. Ouais. Bon, on voyait bien que Patrice, il en prenait peut-être plus que les autres, au fur et à mesure, voilà, c'était un peu ça. Et puis il y a eu la séparation avec sa femme. Et là, en fait, je pense que pour nous, c'est le moment où on a plus pris conscience, parce que c'est certainement le moment qui a été pour lui une bascule aussi.
Bien sûr, toute cette époque-là, on n'a pas trop pu l'aider parce que il y avait un déni total. Et nous, à distance, c'est pas facile d'évaluer. Voilà. C'est un moment assez important dans sa vie. C'est qu'il était parti avec un club de marche en rando. Et là, il a fait comme une cure de délirium. Enfin, ça s'était très 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 mal passé. Il a fallu aller le récupérer. Ok. Et à partir de ce moment-là, en fait, il n'y a plus de déni. Avant, on était vraiment dans le déni. Et puis, on n'osait pas aborder le sujet avec lui. En tout cas, pour ma part. Comment On n'osait pas, Ouais. n'osait pas aborder le sujet et lui dire mais tu es alcoolique. Ça, c'était pas possible. Pourquoi? Parce que déjà de un, lui était dans le déni total, et de deux, c'est pas toujours quelque chose qu'on aborde facilement, de dire tu bois trop, et non seulement tu bois trop, mais je pense que tu es alcoolique. C'est violent, et même nous, il y a une période où on se dit mais de quel droit, comment on peut être sûr de ça. Il y a une phase d'interrogation aussi. C'est vrai. Et puis après, ça a été crescendo, mais en tout cas, à partir de ce moment-là, il y a plus de déni. On a pu mettre des mots. Ok. Et c'était quand même beaucoup plus facile. Ça veut dire là concrètement que vous aviez des discussions autour de sa consommation, par exemple. Comment ça se passait? Parce que vous viviez plus ensemble, évidemment, et du coup vous vous voyiez régulièrement. Enfin, à quel moment vous abordiez cette question-là en fait? Alors moi, il était forcément en grosse dépression aussi à ce moment-là. Donc c'est vrai que je l'appelais très très régulièrement pour voir comment il allait. Il avait quand même des idées très très noires. Donc je l'appelais régulièrement. Et lui m'envoyait des signaux qui n'étaient en fait pas du tout des signaux. C'est que j'étais la seule, par exemple, à qui il envoyait les comptes rendus médicaux suite à son retour précipité de vacances, là, où là, il avait clairement annoncé au médecin qu'il avait vu au moins 10 ans d'alcool. Pardon. Okay. Et là, voilà, ça a déclenché quand même des échanges. Voilà, à partir de là, on le voyait dans la dépression, on le voyait sombrer. De fil en aiguille, il allait bosser, pas bosser. Il allait, voilà, il répondait pas au téléphone, donc ça mettait des alertes. On l'a fait se reposer. Il se faisait accompagner médicalement à l'époque? Alors il avait fait une cure, je crois déjà, parce qu'il en a fait tellement que dans la chronologie, j'ai un petit peu du mal en fait. J'ai aussi envie d'oublier maintenant. Alors moi je saurais plus trop dire, mais pas vraiment en fait. À Paris, il se faisait pas vraiment accompagner. Il avait ponctuellement fait des choses, mais c'était pas de l'accompagnement. Voilà, moi il me mettait, donc j'étais un peu la personne ressource, on va dire. Et il m'a mis à rude épreuve, je dois avouer, parce que combien de fois il m'a fait au téléphone à 10-11 heures le soir, des menaces de suicide, où t'oses pas raccrocher, tu parles, mais t'en finis pas, tu te dis est-ce que je dois prendre ma voiture et y aller. Enfin voilà, c'était des périodes très compliquées et il avait le don de me le faire aussi quand j'étais en vacances. Je pense que ça l'insécurisait que je sois partie, donc j'ai beaucoup de souvenirs de vacances où finalement, voilà, l'interrogation, comment on fait, est-ce qu'on fait intervenir quelqu'un, mais je pense qu'il avait besoin de sentir que malgré la distance, les kilomètres qui nous séparaient, même quand j'étais à l'autre bout du monde, j'étais quand même encore présente. Je pense qu'il y avait de ça. J'ai jamais lâché. Pourtant, ça a été difficile, parfois.
avec l'envie, la colère, de se dire, passer des heures à essayer de discuter, de le persuader de se faire suivre, de sortir, de vivre. Et sa phrase, c'était toujours, ça le fera rire si il écoute le podcast, on verra. On verra. On verra. On verra. Mais ce qu'il voulait vraiment dire, qu'en fait, il s'investissait de rien, il laissait faire les choses et on verra. On verra. Ça... En fait, il n'était pas acteur. Et je ne pouvais plus entendre cette phrase. Je ne pouvais plus supporter cette phrase quand il me disait on verra. Un jour, je me suis fâchée, énervée en lui disant je t'interdis maintenant de me dire ça. Je veux plus jamais l'entendre dans ta bouche. C'était pour moi la preuve qu'il n'était pas du tout dans le soin en fait. Et il dit quoi aujourd'hui? Je crois qu'il y fait souvent référence. Ce que j'ai compris. Je crois qu'il a compris enfin ce que ça voulait dire. Parce que maintenant qu'il est guéri, ça fait quand même quelques années qu'il est en sevrage, il est patient expert, donc j'ose espérer qu'il n'y a plus de doute. On ose toujours espérer, j'ai envie d'y croire, j'y crois. J'y ai toujours cru d'ailleurs, toujours. Mais après presque toutes ces cures, j'y ai cru. Ça n'a pas tout marché, mais j'ai toujours cru qu'il s'en sortirait. Voilà. Mais oui, l'accompagnement, c'était une rude épreuve parce qu'on était dans deux réalités parallèles où il écoutait mais n'entendait pas. J'ai quand même fait des choses que j'aurais jamais pensé faire. J'ai quand même chopé mon frère, je l'ai obligé à passer sous la douche parce que c'était un laisser-aller pas possible. J'ai pris mon frère, je lui ai fait faire des tests d'alcoolémie pour pouvoir l'emmener, le laisser, c'est pas très joli d'expression, mais décuver pour pouvoir prendre une mini-valise, lui mettre un deal en lui disant ou tu fais une valise et je t'emmène en service psy ou c'est fini, tu t'entends plus parler de moi et c'est terminé. C'est pas très honorable, mais voilà, c'est les seuls moyens que j'ai trouvés. C'est vrai que à 9h le soir, de choper son frère et de l'emmener en service psy et de le laisser là, c'est... Comment dire? Ça peut être super dur, ça. Ouais. Ouais, j'entends que ça brasse encore. Hein. Et combien de temps ça a duré tout ça, Maud, à peu près? Oh là là, ça a duré. Des années. Il a fait, je ne sais combien de cures. Je l'ai fait, alors voilà, je suis dans le social, donc par chez moi, j'ai forcément un réseau. Je l'ai fait hospitaliser très rapidement par ici. Il a eu la chance de rencontrer des soignants que je connaissais un peu et on a pu échanger. Et c'est là où on lui a proposé la communauté, où il refusait ça catégoriquement parce que selon ses dires, ce qu'il vivait, c'est la fuite. Et je lui dis, mais je vois pas où est la fuite. Pour moi, c'est les soins, donc vraiment de réfléchir. Il envisageait forcément d'autres choses qui, je savais, qu'on ne viendrait pas. Je l'ai laissé faire ses rendez-vous, que les professionnels lui disent mais non, ces solutions-là, c'est pas pour vous, ça vous correspond pas, c'est pas du tout ça. Jusqu'au jour où, en effet, il a accepté, il a réfléchi, discuté certainement avec des personnes qui ont su poser les mots et il a accepté la communauté, même si c'était au bas mot, je crois que le deal c'était au moins un an et demi là-bas. Mais au moins pour travailler l'après et puis on verra, ce qui laissait toute possibilité.
J'essaierai de retrouver leurs coordonnées du coup pour le rajouter au podcast. Ouais. C'est quoi? C'est une communauté religieuse, laïque? Ah non, du tout, du tout, du tout. Non, d'accord. C'est un centre thérapeutique, mais communautaire en fait. Ok, donc tu travailles, tu étudies. C'est ça. Tu es obligé de redonner, du temps, de t'investir dans la cuisine, le jardinage, l'entretien. Enfin, tu tournes, de ce que j'ai bien compris, tu tournes chaque semaine sur soit l'aide en cuisine, soit l'aide à l'entretien extérieur, soit l'aide au ménage. Enfin voilà, et c'est communautaire. C'est en ce sens-là que c'est communautaire et que tu es actif aussi de la vie que tu y mènes. Ok. Voilà. Forcément, ils y proposent des ateliers de sophrologie, il y a des ateliers d'écriture, enfin il y a plein d'ateliers où tu es obligé de faire un peu une introspection. Et là, en ça a été capital pour Patrice en tout cas. Voilà. Il a des moments où il pouvait sortir, où tu pouvais échanger avec lui? Oui, là, au bout d'un certain temps, alors il y a eu quand même quelques mois sans rien. Pas de contact, pas de visite, etc. Et au bout d'un certain temps, il a eu le droit à une journée de sortie, etc. Ensuite, au bout d'un an, il a basculé sur un appartement à l'extérieur où il devait venir la journée, voilà, tout pareillement, mais il n'était plus en hébergement communautaire en fait. Ok. Et quoi le moment? Pardon. Le moment où où du coup il était encadré, mais toi t'as pas eu de nouvelles pendant plusieurs mois, comment tu l'as vécu? C'était un soulagement? T'étais confiante? Oui, j'étais confiante. Je sais que Patrice est quelqu'un d'intelligent qui saurait à un moment donné prendre vraiment l'opportunité qui lui était donnée. Je le savais très bien encadré par les soignants. Donc j'étais assez sereine et honnêtement aussi soulagée parce que les années qu'on venait de passer et les mois étaient vraiment les plus durs en fait, où il était arrivé de Paris en Normandie chez ma maman âgée et là c'était vraiment très très compliqué quoi, très compliqué. Là j'ai vécu des choses avec Patrice qui nouait la rate parce que c'est dur, mais aussi qui te fait passer par la colère, par l'envie de baisser les bras, mais vraiment par moments par la colère quoi. Il y a des fois, mais j'aurais pu le baffer quoi. Moi j'ai pris des journées de congé pour l'accompagner à certains rendez-vous où il avait disparu et je le cherchais partout. Et vu sa dépression profonde, en disant on va pas le retrouver. Voilà, on est passé par ça, mais il fallait aussi soutenir ma maman en même temps. Donc c'était double peine en fait là, à ce moment-là. C'était Patrice et ma maman. C'est la question que j'allais te poser. Comment elle vivait ça du coup, elle? Enfin, j'imagine pas bien, mais. Eh ben, c'est une maman, hein. Bah oui. Voilà, je crois que tout est dit quand tu dis ça, c'est que même à son âge, tu lâches rien, quoi. Et puis elle vivait dans la peur. Elle aussi, elle est passée par des choses vraiment compliquées. Hein. C'était une période où il devenait, il était, je vais pas dire SDF à la maison, mais pas loin, quoi. Hein. Quand je te dis que je l'ai chopé pour le mettre sous la douche, qui m'a dit je le ferai quand j'aurai envie. Et ben non, moi je reste derrière la porte et t'en sortiras que quand tu seras douché. C'est des trucs que c'est inimaginable que tu puisses faire, quoi. Et ben si tu le fais. Tu le fais pour toi, tu le fais pour ta maman parce que elle a pas la force. Elle lui montait son plateau repas. Enfin, on a fait des trucs pour Patrice, voilà. Mais on l'a jamais lâché. C'est fort ça, hein. C'est fort. Et les autres frères et sœurs, comment ils réagissaient à tout ça? Alors il y en a qui l'ont un peu plus lâché. Oui. Voilà. Bon, sur 5, il fallait un peu de tout. Il y en a un qui est très très loin, qui est dans le sud de la France. Donc
Mais malgré tout, qui a été très présent. Hum, Une sœur dont son mari a eu un papa alcoolique, et là, lui, il pouvait vraiment pas. hum. Et- Euh, D'autres qui comprenaient pas la maladie, qui disaient bah c'est bon, il a qu'à pas boire, et puis c'est tout. hum, À qui il fallait leur expliquer que si. Ils pouvaient pas ne pas s'arrêter de boire comme ça tout seul, parce que hum, c'est mortel, disons-le. Après, ils ont vu ce que c'était un repas de Noël, ça a été ça. Hein. Il s'était mis la pression, il s'est dit je vais être clean, je vais être clean. Il avait arrêté de boire, mais tout seul, sans rien, bah, il nous a fait pareil, une crise de convulsion pas possible. Bon, voilà, c'est du vécu, quoi. Quand tu fêtes Noël et que tu finis aux urgences avec des crises de convulsions. Crise d'épilepsie, là. Ouais, bah alors après, c'était entre l'épilepsie, quoi. Oui, il faisait de l'épilepsie, forcément, ouais. Mm. Donc, bon, voilà, la famille est passée par des choses et donc certains le responsabilisaient de gâcher ça et lui en voulaient quelque part. Enfin, et puis bon, on est tous différents, hein. On n'a pas tous été empreints de la même manière dans l'aide, ça c'est sûr. Hum. Mais on a pu dire les choses parce qu'une fois, lors d'une de ces cures, on est tous allés en rendez-vous et à évoquer un peu notre manière de voir, notre manière de penser par rapport à son alcoolisation, son alcoolisme. Et vous êtes tous allés. Tous ensemble, ouais, en même temps. Ah, ça devait être fort. Et je pense que ça lui avait fait du bien. Hum. Voilà. Oui, non, donc on s'est quand même tous donné, parce que cette fois-là, on a tous pris le temps de venir pour Patrice. Voilà, on posait des congés quand même pour ça. Hein. Moi, je me tapais 150 km, des journées de congés pour lui. Et voilà. Hum, hum. Mais c'était indispensable, je pense. Je pense qu'on n'aurait pas été près de lui, il n'aurait jamais fait le parcours qu'il a fait. Hum, hum. Il me semble. C'est dur de tenir, mais je pense que ce qui est important, c'est de ne pas lâcher. Hum, hum. Pourtant, par moments, on baisse les bras. Hum. Moi, j'avoue que quand il était à la communauté, j'étais contente d'être un peu oubliée. Bah oui. Voilà. Oui, parce que en plus, tu dois vivre dans l'angoisse du téléphone qui risque de sonner à n'importe quel moment, de l'urgence, de tout ça, quoi. Et puis de devoir tenir au téléphone quelqu'un qui est alcoolisé, donc qui répète 10 fois la même chose et que tu veux pas lâcher non plus parce qu'il est dépressif, parce qu'il est en dépression sévère et que tu veux pas que ça se termine de façon dramatique, quoi. Donc ça doit être tout ça qui se mélange Bien sûr. et qui doit être terrible. Et puis voilà, la communauté, il est sorti, il est maintenant en vie totalement autonome, avec un investissement dans la vie qui m'épate, même. Voilà, je pense que là, c'en est presque une addiction de rattraper. Enfin, il est presque maintenant dans une addiction de vie et de partage et de bénévolat qui est, je vais pas dire proportionnelle à l'addiction, mais qui parfois, je lui dis, mais pense à toi, prends du temps un peu pour toi et ralentis un peu. Mais bon, pour le moment, en tout cas, c'est sain, donc laissons-le faire. Pour le coup, moi, je m'identifie beaucoup à ça. Je pense que c'est pas qu'on a envie de rattraper, mais je pense que, et Patrice comme moi, on a envie de renvoyer l'ascenseur directement ou indirectement à tous ceux qui ont été là justement et qui ne nous ont pas lâchés, comme tu le dis, comme tu le dis si justement. Ça nous aide aussi à comprendre ce qui nous est arrivé. Parce que quand tu prends du recul et après quelques années de sobriété et que tu regardes en arrière, tu dis waouh, mais comment c'est possible en fait, le cerveau qui a autant vrillé, qui nous a fait faire des trucs tellement improbables.
Et oui, et puis après, alors ça c'est le côté hyper positif de tout ça. Après, on a des cerveaux d'addicts. Et Oui. plus voilà, et plus ça va, et puis je suis vigilant à ça. Moi, je me dis attention, effectivement, la modération, ça doit être un mot clé pour moi, parce que trop de tout, et on a tendance à faire tout trop. C'est potentiellement dangereux en fait. Donc le bénévolat, oui, comprendre notre maladie, aider les autres, oui, mais de façon modérée. Ça c'est vraiment ce que j'observe chez Patrice. Je l'ai incité à faire du bénévolat pour qu'il ait une raison de vivre en fait, pour qu'il n'arrive pas sans avoir rien. Alors forcément du temps pour soi, il aime marcher, donc je lui disais c'est parti. Il écoute beaucoup. Je pense que j'ai une parole, en tout cas, voilà. Je pense qu'il me fait vraiment confiance. Donc quand je lui conseille des choses, il met en pratique, il essaye en tout cas. Donc il a fait, il a été en club de marche, il a fait le bénévolat. Et alors par contre, patient expert, c'est vraiment son histoire de vie, son parcours de vie qui lui appartient, ça c'est clair. Après, voilà, c'est vrai que depuis un petit moment, c'est ce que je remarque vraiment, c'est que en fait l'addiction, elle est toujours là. Elle est toujours là, pas portée sur un produit, mais je trouve que il manque encore un peu de recul, en effet, par rapport à ça, et que c'est corps et âme, comme c'était dans l'alcool, là c'est corps et âme à se donner, et à mon sens, voilà. Comme il n'y a pas de préjudice, à mon sens, on est un peu trop. Je pense qu'on a vraiment des cerveaux qui sont déréglés, et du coup avec un circuit de la récompense qui fonctionne plus ou moins bien. Moi je sais que j'ai fait addiction au sport après avoir arrêté. Après j'ai fait addiction, là je suis dans l'addiction au chocolat en ce moment. Donc je le transforme en chocolat noir parce que c'est moins nocif pour ma ligne. Mais effectivement, je pense que du coup, il faut qu'on reste vigilant aussi à ça pour pas transférer sur d'autres addictions. Et tu me disais que dans ces actions de bénévolat ou d'intervention auprès de malades qui sont malheureusement encore dans le produit, il avait tendance à avoir un comportement un peu excessif. Patrice, on en était là. Oui. Après, je ne vais pas juger parce que là, il n'y a pas de nocivité. Donc là, ça concerne lui, sa disponibilité, son besoin d'exister aussi. Je pense qu'il y a ça quelque part pour lui. J'ai l'impression de pas avoir existé pendant tant d'années et profiter de la vie, et là d'exister à travers les autres en fait. D'avoir une certaine forme de reconnaissance, ce qui est tout à fait légitime sur son parcours, d'avoir le sentiment. Je pense qu'il a eu le sentiment longtemps d'être rien, voire une charge, voire je dirais pas de terme, mais bon, je pense qu'il avait un regard sur lui qui était pas simple et qui était pas bon. Et je pense que maintenant il a un regard sur lui-même qui revient avec une reconnaissance. Il se retrouve, et je pense qu'il a besoin de la reconnaissance des autres maintenant. J'ai l'impression que ça a besoin de passer par là, mais c'est tout à fait légitime en plus. Voilà. Non, mais probablement parce que on avait une telle image de nous-mêmes déjà complètement dégradée, plus le retour de la société et de nos proches qui était, c'est pas beau, tous les termes qui sont associés aux addictions et en particulier à l'alcool. Ça explique entre parenthèses aussi le déni et le fait que notre cerveau se mette en protection parce que justement on a une image, on donne une image de nous tellement dégradée que oui, quand on en sort,
Je pense qu'on a besoin on a besoin de reconnaissance parce que ce que tu dis et de retrouver une image de quelqu'un qui est sain, quoi, qui en tout cas d'avoir une image qui est plus saine d'une personne complètement dégradée comme on a pu l'avoir. Voilà. Oui. Comment la question que je me posais, que je te posais au tout début aussi, c'est comment toi tu t'es aidé, parce qu'il y a eu des moments, ce que tu disais tout à l'heure, des moments qui ont été très durs, des moments où tu as peut-être failli renoncer, des moments où tu es passé par des phases de colère, etc. Comment toi est-ce que tu t'es fait aider autour de toi? Et comment tu as fait pour gérer ça en fait? Ou pour te Alors, j'ai surtout été entourée de ma propre famille. Et encore, je dirais de mon mari, parce que mes enfants parfois disaient mais c'est bon, lâche, arrête, c'est bon. Maintenant qu'ils sont quasi adultes, je leur dis mais est-ce que vous feriez ça est-ce que vous feriez ce que vous me disiez pour votre, j'ai 3 garçons, hein, pour votre frère, ils sont proches, et je leur dis s'il arrivait quelque chose comme ça à un de vos frères, est-ce que vous le laisseriez tomber? Non. Donc maintenant, ils réalisent un peu, je pense, plus maintenant. Et voilà, heureusement que j'ai un mari qui est très bienveillant, compréhensif, parce qu'il y a des fois, j'ai laissé planter là. Et un jour, on était en vacances, j'étais en train de faire ma valise pour aller, pour m'envoler en Espagne, pour aller récupérer Patrice à l'hôpital, quoi. Parce que personne se bougeait pour y aller, et moi je dis bon si je chope un train, un avion, c'est bon, je peux y être. Donc j'étais déjà en train de faire ma valise, on était en congé, quoi. Mon mari m'a jamais rien dit, il m'a toujours laissé, et c'était ça ma force en fait. Mais sinon et ma maman, voilà, que je ne pouvais pas, j'aurais eu le sentiment de l'abandonner elle-même aussi. Et ça, je pouvais pas. Alors après, avec Patrice, il y a des moments où j'étais plus ou moins présente. C'était ma manière de me protéger un peu. Des fois où j'avais besoin d'être un peu moins présente, quoi. Prendre un peu l'air, mais non, j'ai eu aucun soutien extérieur, ni médical, ni d'aidant, ni de professionnel de santé, d'addicto, ni personne. Groupe de parole, par exemple, t'as pas fait non plus? Non. Et j'avais pas envie. D'accord. Ok. Franchement, j'avais pas envie. J'avais déjà mon compte en fait d'addiction avec ce que je vivais pour aller m'en remettre une couche, franchement. Mais après, je sais que chacun le vit de manière différente, hein. Mais moi, je voulais pas tourner en boucle. Je voulais avoir aussi mes moments à moi sans rien, quoi. En famille, etc., quoi. C'était plus ressourçant pour moi, en fait. Ok. Voilà. Super. Et votre maman, elle est toujours là, votre maman? Oui. Et alors, comment elle vit cette renaissance de son fils? Je crois que c'est une renaissance pour elle aussi, quelque part, parce que je pense qu'on ne sait même pas tout ce qu'elle a vécu. Elle ne le dira pas, mais je pense qu'on ne sait même pas tout. D'autant, moi qui me peinait le plus, c'était son âge, parce que là, à l'heure actuelle, elle a 92 ans. Donc ça fait pas des années. Et ça, c'est quand il est revenu vivre en Normandie chez maman. En plus, c'était suite au décès de mon père. Donc maman avait déjà aidé, était aidante de mon papa atteint d'Alzheimer pendant presque 10 ans. Pas loin, et sur la fin, c'était vraiment très très compliqué. Et elle avait vraiment besoin de repos, vraiment. Et en fait, très vite est arrivé Patrice. Et là, elle a repris un rôle d'aidante avec un âge bien avancé, et ça me peinait aussi d'un certain côté. Et donc, le soutien à Patrice, je l'ai fait, comme je te le disais, hein, je l'ai fait pour Patrice, mais aussi en même temps pour maman, quoi. Pour votre maman. Voilà, pour la soulager
au maximum et qu'elle se sente pas seule, puisque j'avais d'autres frères et sœurs qui n'étaient pas très très présents et qui n'avaient pas trop envie de s'impliquer. Donc voilà, moi je me disais qu'elle pouvait pas assumer tout ça toute seule. Et elle ne le pouvait pas d'ailleurs, hein, des choses qu'elle pouvait pas. L'histoire d'aller porter Patrice aux urgences ici, elle pouvait pas le faire, ça. C'est pas possible. Ben non, bien sûr. En tout cas, c'est une histoire qui, j'ose jamais dire c'est une histoire qui se finit bien, puisque les histoires ne seront jamais terminées, mais en tout cas, il y a une belle page qui est tournée. Patrice, il a fait comme moi et comme tous les patients experts de notre promo un chouette parcours. On s'est engagé dans quelque chose qui a beaucoup de sens maintenant. Je pense que ça, au-delà de l'aide qu'on peut apporter, ça nous maintient notre vigilance aussi. Ça nous oblige à en permanence nous rappeler que c'est toujours là en fait. Moi je dis jamais que je suis guéri, je dis que je suis rétabli. Mais j'ai bien conscience qu'il y a une partie de mon cerveau là qui suffirait d'alimenter juste une fois pour que ça reparte comme avant. Et du coup, on s'aide en aidant les autres aussi. Et voilà, moi Patrice, je ne l'ai connu qu'en tant que patient expert. Et puis c'est un peu à l'heure où il me le rappelle, on s'est tout de suite bien entendu. Et donc c'est top tout ce qui se passe là. Oui, mais vous êtes toutes des personnes au grand cœur. Ça, c'est le côté qu'on arrive à ne plus voir en fait quand vous êtes dans l'addiction en fait. On n'arrive même plus à voir votre nature réelle et profonde. On ne voit plus que cette problématique alcool. Il n'y a plus que ça, quoi. Pardon. Vas-y. Et là, redécouvrir la personnalité de Patrice, je vois bien que tout le monde est ravi et tout le monde le redécouvre en fait, dans la famille, je veux dire. Et reprend, et se rapproche, et voilà, c'est plutôt, ça fait plaisir. Ouais, c'est top. Et effectivement, on est des gens au grand cœur. On dit souvent, je suis pas tout à fait d'accord avec ça, mais on dit souvent qu'on est des malades des émotions. En tout cas, ce qui est clair, c'est je pense qu'on sait moins bien les appréhender, les gérer que d'autres. Et en plus, c'est un médecin à la Croix-Rouge, j'ai oublié le terme médical. Mais en fait, il y a pas mal d'addicts qui ne ressentent pas leurs émotions en fait. Mais elles sont là. C'est-à-dire qu'elles sont pas ressenties consciemment, mais inconsciemment, elles sont quand même là. Et du coup, comme notre cerveau ne sait pas gérer ça, cette situation, parce que lui il les ressent, ça nous pousse à aller consommer vers des produits qui vont les inhiber ou les désinhiber en fonction de ce qu'on recherche. Et effectivement, moi, plus je rencontre d'addicts et plus je rencontre des gens super en fait. Donc c'est aussi un message c'est ça, c'est que oui, la maladie elle est là, elle masque et elle détruit complètement l'apparence de personnalités qui sont souvent des personnalités très chouettes quoi. Donc c'est encore pire. Oui, mais après, c'est vrai que parfois, on reconnaît pas la personne et c'est stabilisant. Alors, moi, Patrice, je vivais pas à ses côtés H24. Hein, mais je pense que pour quelqu'un qui vit au quotidien, la famille, les proches, la femme, le mari, les enfants, je pense que ça peut être vraiment beaucoup plus déstabilisant quand même. C'est clair, hein, bien sûr. Grosso modo, le truc, c'est même si on a envie de lâcher, si on a envie de baisser les bras, de dire bon, voilà, tu t'en sors pas, basta, débrouille-toi. En fait, faut jamais lâcher quoi. Faut toujours avoir confiance et jamais lâcher. Faut y croire. Voilà, faut vraiment y croire. Okay. Croire aux capacités de la personne et oui, voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a des moments désespérants, c'est vrai. Mais parfois, moi, j'ai vécu, j'ai d'autres témoignages où à l'inverse, c'est parce que les gens ont été lâchés que le déclic s'est produit en fait. Donc c'est ça qui est, oui, et c'est ça qui est super compliqué. Moi, j'ai deux potes, je crois que je le raconte dans un des podcasts.
J'ai 2 copains que j'ai rencontrés aux Alcooliques Anonymes, et les 2 ont vécu la même situation, à savoir leurs femmes et leurs enfants qui s'en vont, qui disent on n'en peut plus, c'est tôt, c'est trop, on a tout essayé, mais là il faut qu'on se protège, et nous et les enfants. Et donc ils partent. Le premier, il me raconte, il me dit j'ai vu la porte se fermer, et là j'ai fait yes, génial, fabuleux. Enfin, je vais pouvoir m'alcooliser autant que je veux parce que je vais plus être obligé de cacher, machin. Et lui, il est tombé vraiment, il a creusé bien son trou bien profond. Il s'est retrouvé aux urgences quelques mois après avec un médecin qui lui disait monsieur, aujourd'hui on a réussi à vous sauver, mais la prochaine fois ce sera probablement pas le cas. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à se sauver. Et l'autre, au contraire, quand sa femme et ses enfants sont partis, c'est là qu'il a commencé à se prendre, à se faire accompagner et à se faire soigner. Parce qu'il s'est dit, là, je viens de perdre ce que j'ai pu faire. L'étape d'après, c'est mon boulot. L'étape suivante, c'est mon appart. Et l'étape suivante, je suis à la rue. Et l'étape suivante, je meurs. Donc, tu vois, en fait, dans son cas à lui, la séparation a amené à son rétablissement. Donc, c'est super ce que tu as fait et c'est ça qui a marché pour Patrice. Et effectivement, lui, il fallait pas le lâcher. Mais peut-être qu'il y a des gens, et après, peut-être qu'il y a des gens qu'il faut lâcher, parce que c'est ça qui va les faire réagir. Mais comment on décide ça? Ce choix, il est juste impossible à faire en fait. Donc, on fait avec son cœur, je pense. En fait, les cas que tu évoques, c'est l'époux ou les œufs. Moi, je te dis ça en tant que sœur. Ouais. En fait, déjà, en tant qu'épouse, j'aurais pas forcément réagi de la même manière, ça c'est sûr. Patrice, il a été quitté par son épouse aussi. Hein. Et lui, il a creusé. Hein. Voilà. Après, je pense que le lien, ce pourquoi je te dis ça, c'est par rapport à mon lien. Mais en effet, un lien d'époux, je pense que c'est différent. Ouais. Ah, non, ouais. Vous avez il y a la fraternité qui est entre vous et qui est un autre type de lien, bien sûr. Et il savait aussi que je pouvais tout lâcher. Il le savait. Mais c'est pas la même chose que quelqu'un avec qui tu vis au quotidien et que tu affectionnes particulièrement. Cette différence avec le lien fraternel, ça c'est hyper intéressant, c'est fort. Mais je pense que, si tu veux, dans ce que je dis, c'est parce que je le dis d'un lien fraternel et pas d'un lien de couple. Parce que je suis presque sûre que j'aurais pas agi comme j'ai agi si ça avait été mon époux. Je l'aurais peut-être plutôt quitté, en effet. Parce que, en tant qu'époux, quand tu vis au quotidien, je pense que tu sombres avec la personne. C'est ça. C'est exactement ça. Moi, c'est toujours ce que j'ai dit, c'est qu'à partir du moment, en fait, la bienveillance, l'accompagnement, tout ça, c'est évidemment ce qu'il faut faire, mais jusqu'à une limite, qui est l'intégrité de l'aidant. Voilà. À partir du moment où on commence à atteindre la santé de la personne qui aide, là, la priorité, c'est qu'elle se préserve de elle, parce que couler ensemble, ça sert à rien en fait. Donc, moi, j'avais pas à jouer le jeu de cache-cache de l'alcool, j'avais pas à jouer, tu vois, tout ça, je le vivais pas, hormis quelques fois chez maman où voilà, on l'a grillé chez maman, mais parce qu'il faisait ça chez maman forcément. Moi, je l'ai pas vécu au jour le jour, ça. Mais par contre, franchement, je pense que j'aurais jamais tenu au jour le jour. Là, moi, ce qui me ressourçait, au contraire, c'était mon mari et ma stabilité à la maison. Et je jette pas la pierre quand je dis il faut pas lâcher. Je parle de lien fraternel parce que je suis persuadée qu'en tant qu'épouse, j'aurais pas tenu. Non, puis effectivement, en tant que sœur ou frère, on a un lien qui est différent. Il y a une distanciation émotionnelle aussi, hein, qui est pas négligeable. Le seuil de tolérance, il est forcément pas le même, hein. Le curseur, il se place au même endroit, hein. Ça, c'est certain. Mais voilà, dans mon témoignage de sœur,
que j'aurais envie de dire, c'est lâchez pas. Parce que voilà, nous, on n'a pas le quotidien. C'est plus facile de pas lâcher. Et c'est nous, alors, ce soit une sœur, un frère, un ami, mais en tout cas, quelqu'un d'extérieur qui tienne un peu les rênes, en fait, à distance, ça soulage aussi ceux qui sont là au quotidien, parfois. C'est ça. Ouais. Et puis, ils ont, enfin, je pense que vous avez une autre écoute de ce qu'on peut dire que quelqu'un qui est au quotidien avec toi. Parce qu'on ne sait pas tout. Parce que vous avez le sentiment qu'on peut, je dis vous, hein, excuse, mais bien sûr. Que vous pouvez nous biaiser, entre guillemets, tu vois, sur la véracité, sur la totalité et l'intégrité de ce qui se passe.